Alors immigration, intégration, égalité, laïcité sont au cœur de nombreux débats qui ont traversé la société française depuis 30 ans. C'est également au cœur de votre livre, Alain Finkielkraut, si vous voulez commencer, mais pas sur l'ensemble. Vous choisissez. Non, alors, je choisis pour commencer cette séquence de délire compassionnel que nous sommes en train de vivre, ce qu'on appelle l'affaire Leonarda. Les jeunes jouent avec une conscience professionnelle irréprochable le rôle de jeune. La jeunesse, c'est l'âge lyrique des extases sommaires et des révoltes simplistes. Le problème, c'est quand on voit les adultes, journalistes, enseignants, parents, partis socialistes, leur emboîter le pas. Parce que le rôle des adultes, c'est de faire accéder les jeunes à la prose du monde, ce qui n'est pas le principe de réalité et ses renoncements, c'est la complexité des choses. Et d'abord, la vérité des faits. Une famille kosovare, paraît-il, puisqu'on n'en sait plus tout à fait, on n'en est pas tout à fait sûr, arrive en France, dépose une demande de droit d'asile, elle est déboutée, elle fait appel, une nouvelle fois députée, elle va devant un tribunal administratif, déboutée, cour d'appel administrative, déboutée, 4 ans en France aux frais de l'État dans un centre de résidence. Les policiers se présentent devant la famille, la jeune fille n'est pas là, la mère dit il faut lui téléphoner. Un militant du réseau Éducation sans frontières, découragé par le refus total d'intégration de la famille, et notamment du père qui n'a jamais cherché à travailler, dit oui, ben c'est pas possible, et c'est lui-même qui téléphone. Les policiers attendent qu'elle soit descendue de l'autobus pour la ramener vers ses parents. Voilà les faits. Et ces faits, semble-t-il, n'intéressent pas un certain nombre de responsables, puisqu'ils nous expliquent que plus que la République, plus que la justice, il y a les valeurs, il y a le cœur. Ainsi voit-on l'État de droit se noyer, si vous voulez, dans une sorte de bouillie sentimentale. Et si on suit ce raisonnement, si on dit on ne touche pas aux enfants, cela veut dire que tous les immigrés clandestins qui viennent avec des enfants doivent pouvoir rester en France. Aucune expulsion n'est possible. Cela veut dire plus de frontières et cela veut dire écroulement de notre État social, explosion de la cohésion nationale qui est déjà, on en parlera, livrée à de terribles divisions. Quant aux jeunes, ils sont en effet emportés par leur amour des malheureux, ou plutôt par l'amour de leur amour. Voilà, ils s'aiment aimant les malheureux. Et le rôle des adultes aurait été de briser ce miroir pour qu'ils regardent la réalité en face. Et pour moi, c'est un moment de grande tristesse, si vous voulez, parce que c'est comme si on ne transmettait en guise de patrimoine politique et culturel que les leçons de Stéphane Hessel, c'est sa victoire posthume, c'est l'héritage, si vous voulez, indigent de l'indigné de la crèche. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui et franchement, ce n'est pas un spectacle très digne. Je n'accablerai pas les jeunes, mais je suis consterné par ce que fait aujourd'hui toute une partie de la classe politique. Elle nous parle sans cesse du respect des décisions de justice et là, visiblement, elles n'ont plus aucune importance. Pascal Blanchard ? C'est marrant comment les jeunes, quand ils agissent contre la guerre d'Algérie ou en mai 68 ou en résistant en 40, ils sont brillants. Et quand d'un seul coup, ils agiraient là contre quelque chose qui serait un symbole pour eux, parce que c'est pas sur la procédure qu'ils ont un problème, vous l'avez bien compris. Ils ont compris que dans un pays, on ne pouvait pas accepter tout le monde, à n'importe quel instant. Ils ont dit simplement qu'il y a des choses sur lesquelles même l'administration ne doit pas dépasser un certain nombre de valeurs. On ne fait pas descendre une enfant d'un bus pour l'expulser. Là, on a affaire à une question d'abus scolaire. Vous avez bien compris, en plus, le 17 octobre, on est à une date avec ces images, tout ça, c'est des symboles. Les bus se rappellent que dans la République, c'est pas rien. C'est comme ça qu'on a à un moment récupéré des manifestants algériens dans Paris le 17 octobre 61 pour les amener, les torturer, en tuer certains. Vous savez aussi ce qu'ont signifié les bus, à des moments de rafle. La symbolique est forte. La symbolique. Oui, la symbolique est forte. La symbolique est forte. On ne peut pas parler de rafle. Il n'y a aucune symbolique de la rafle. Et vous avez bien compris. Dans un État indépendant et nous avons contribué à son indépendance. La jeunesse a encore la force. La jeunesse a la force d'écouter. Eh ben non. La jeunesse, sa force, c'est d'écouter les symboles. Elle a le droit de ne pas être bête. Et non, la jeunesse doit être là aussi pour nous signaler que les symboles ont encore valeur et que nous devons les écouter. Sinon, nous serions que des monstres froids. Non. Qui écouteraient comme ça les décisions de justice et que d'un seul coup, parce qu'il y a une décision de justice, tout ce qui sont nos valeurs,
fortes, nous devrions c'est plus la les entendre. justice, nos valeurs. Écoutez un tout petit peu cette jeunesse, elle vous dit une chose qui est très simple. Vous avez certainement raison sur le fait qu'il ne faut pas accepter tout le monde. Vous avez peut-être raison sur le fait qu'une décision de justice, c'est absolument le fondement de notre société. Mais vous n'avez pas raison quand vous dites qu'une enfant qui descend d'un bus, ce n'est pas normal que ça choque notre jeunesse. Nous avons encore la chance d'avoir une jeunesse qui peut être choquée par ce genre de choses. Mais vous devriez la bénir, cette jeunesse. Elle est encore à l'écoute de signes comme ça, que quelques milliers de gamins soient encore capables de manifester. Heureusement, c'est ce qui vous a fait vibrer vous-même en 68. Vous aviez besoin, vous avez ces rêves. Vous avez cru en des rêves impossibles. Est-ce que vous croyez que ce n'était pas encore plus absolu de penser que vous alliez changer, avec vos petites chaussures en 68, le monde entier? Vous y avez cru? Vous y avez cru à ce moment-là? J'ai pas une nostalgie éperdue de ce que j'étais en 68. J'ai grandi depuis. Je n'en veux pas aux jeunes, mais j'en veux de cet usage extravagant, répugnant de la mémoire. J'en veux à Esther Benbassa d'avoir osé parler de rafle. J'en veux à Viviane Reding d'avoir osé parler de déportation de masse pour les Roms. Les déportés, ils allaient vers Auschwitz. Là, ils vont vers un État indépendant. Et les Roms, ils y allaient en plus avec 350 € de prime au retour. Et si les jeunes sont sensibles à ce symbole, ça veut dire qu'ils n'ont rien appris et rien compris. Et c'est aux professeurs qu'il faut. Ils ont entendu les professeurs. Justement, ils ont entendu les professeurs. Et ils ont compris qu'il y avait des symboles. C'est ce que vous croyez qui est perdu, que notre école est encore capable aussi de transmettre des symboles et que notre République a encore des symboles qui la fondent et que justement, ils vous le disent avec leurs pieds. Écoutez-les. Je ne dis pas qu'ils ont absolument raison. Je dis que c'est une chance que notre jeunesse ait encore envie d'entendre des symboles. Le pire, c'est une jeunesse qui n'aurait plus envie de manifester. C'est terrible. Nous serions aujourd'hui des monstres froids. Il n'y aurait que des adultes qui, dans les tribunaux, fabriqueraient la République. Non, la République ne s'est pas que faite avec la loi. Elle s'est aussi faite avec des rêves. Et ils en ont. Et c'est une très bonne chose. Hervé Juvin. Je ne sais pas si on fabrique une condition politique avec les rêves, mais en vous entendant, j'ai assez envie de retourner chez mes pêcheurs Vézou du Grand Sud malgache ou chez les Murias du Chhattisgarh. Écoutez, moi j'ai fait un bout d'une manif ce matin. Il se trouve que j'étais en costume cravate avec mon petit cartable, j'allais travailler. Et je suis tombé sur un groupe de lycéens qui partaient, je pense, pour la manifestation. Il est 9h30. Ça m'a donné une réflexion qui est très loin de votre débat, encore que pas tellement. Ils étaient 200, 300. Il y avait d'ailleurs d'assez jolies jeunes filles. Il y avait des jeunes gens avec quelques pancartes et c'était plutôt assez décontracté. Il faisait très beau ce matin, un air de printemps. Tout le monde était bien, je les ai suivis un moment. Je me suis dit, c'est formidable une démocratie apaisée. Ces jeunes filles, personne ne les oblige à porter le voile. Il y en avait qui étaient en jupe. Ces gens pouvaient manifester, bloquer la rue. Il n'y avait pas un policier à l'horizon. Les voitures ne klaxonnaient même pas. Et je me suis dit, c'est formidable une démocratie apaisée où ça peut avoir lieu. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas une extrême agressivité. Je pense aussi qu'ils profitaient du beau temps, c'était de leur âge. Et puis s'ils ne s'indignent pas à cet âge, ils s'indigneront quand? Mais enfin, Alain, mais enfin, ce qui m'inquiète quand je vous entends, c'est que ce n'est pas apaisé votre débat. Je n'ai pas besoin d'apaiser, mais enfin, et les jeunes peuvent aussi réfléchir. C'est pas stupide de réfléchir. La politique, la morale, c'est pas que le cœur. La morale aussi, c'est l'intelligence. L'amour sans sagesse de l'amour, ça donne le pape François. Eh bien, c'est très beau le pape François, mais on peut demander, même aux jeunes, de l'amour et de la sagesse de l'amour. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de sagesse chez le pape François? Non, il y a beaucoup d'amour, semble-t-il. Il y a beaucoup d'amour, il y a un amour, c'est un peu une des tendances du christianisme, si vous voulez, d'aller simplement vers l'amour, aime et fais ce que voudra. Eh bien non, pas seulement, surtout qu'à travers cela, on s'aime soi-même et on aime sa posture. Est-ce que vous vous rendez compte? Si c'est une rafle, vous vous rendez compte? Non, personne ici si n'a c'est dit une que rafle, c'était c'est une rafle, absolument vous l'avez dit extraordinaire. ici. Si c'est la chaise vide, alors voilà, on est dans une position absolument extraordinaire. Il a parlé de bus, il n'a pas parlé de rafle. Aimez-vous un peu moins et écoutez la réalité du monde, c'est tout. Abdelraouf Dafri, un mot sur Leonarda? Je crois que cette gamine, vu la criminalité qui règne à Marseille et puis dans certains quartiers, je crois que c'était une urgence. C'est clair que cette gamine, elle est à l'origine d'un tas de trafics, c'est mini Al Capone. On avait vraiment besoin de s'en débarrasser. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est interpeller Monsieur Finkielkraut. Déjà? Ouais, déjà. J'ai lu votre livre. Déjà? Et tout à l'heure, vous avez dit, j'ai grandi. Vous n'avez pas grandi. Vous avez mal vieilli. J'ai lu votre livre, et dans votre livre, quand on le referme, vous ne parlez que de nostalgie. Si encore vous aviez une idéologie,
mais vous avez une nostalgie un peu rance pour une France qui n'existe plus. Alors, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Celle de Charles Trenet et de Maurice Chevalier, elle est morte et Ah, enterrée. parce que moi, c'est Charles Trenet et Maurice Chevalier. Relisez mon livre tout de suite. Je Parce l'ai que là, relu vraiment, tout de suite. Vous n'avez rien compris. Si, si, si. S'il n'y a ni Charles Trenet ni Maurice Chevalier. Quand vous si citez on la France parle- des années 30, si et en on particulier parle- un individu comme Maurice Barrès, Oh. je me demande si vous vous souvenez de qui vous êtes et de Mais où non, vous venez. écoutez. Non, non. Écoutez. Regardez-moi bien. Non, Vous non, citez Maurice Barrès. Maurice Barrès, vous nous présentez Maurice Barrès comme un nationaliste et un simple nationaliste. Alors que Maurice Barrès est un antisémite de l'époque qui a déclaré à propos de Dreyfus, parce qu'il était aussi anti-Dreyfusard. Si, vous envoyez des messages et des signaux subliminaux, mais vous Non, ne les écoutez. assumez pas derrière. Attendez, Quand vous attendez. citez Maurice Barrès et que vous réduisez son antisémitisme, vous êtes vraiment dans l'imposture. Et vous vous attaquez à Stéphane Hessel, qui a été un résistant, et qui demande qu'on s'indigne. Et vous vous attaquez à la jeunesse. Quand j'ai refermé votre livre, Alain Finkielkraut, vous savez ce que je me suis dit? Ce type-là me parle d'une France qui n'existe plus. Bah, vous Ce venez de type- le dire, et alors. en plus Vous de me ça, répondre non, je termine. Vous avez parlé depuis tout à l'heure et on vous a écouté. Laissez-moi terminer. Je vais vous dire un truc. Quand on finit votre livre, vous savez ce qu'il dit, votre livre? J'aimais bien la France d'avant, et celle de maintenant, je ne peux plus la supporter. Et pourquoi je ne peux pas la supporter? Parce qu'il y a trop de négros et trop de bicots. Mais comme vous êtes malin, vous les englobez dans un mot. Le mot Frédéric vous Je suis d'accord, vous n'avez pas dit ça. Frédéric Vous allez Teddy, pouvoir le Frédéric dire. Teddy, Ce qui C'est ce vient que d'être votre livre dit. ce qui vient d'être dit est totalement diffamatoire. Nous venons d'entendre un discours absolument diffamatoire. n'est absolument pas dans Premièrement, votre moi, je ne livre. voulais pas parler de mon livre, je voulais répondre. Est-ce Oui, que ce vous monsieur- pouvez Maurice ce Barrès a monsieur- déclaré Abdelrahman Ce Dafri. monsieur est venu ici pour me régler mon compte. J'en Non, avais non, un peu non. la crainte. Non, non. Alors, on va essayer de répondre calmement. Je suis désolé pour le débat. Il ne s'agissait pas de mon livre. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance, hein, l'importance donnée par le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, Maurice eh bien Barrès ce et discours... tout. Non, non, laissez-le. Taisez-vous Non, non, non. Barrès est tout Abdelrahman sauf Dafri. romantique. Abdelrahman Maurice Barrès Dafri. est tout sauf romantique. Abdelrahman Dafri, laissez-le Mais terminer. c'est Laissez-le pas terminer. possible. Non, 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 laissez-le terminer. On vous écoute, Alain Finkielkraut. Il y a un moment, il y a un tournant raciste. Dans mon livre, c'est ce que je dis, un tournant raciste du romantisme. Ce tournant raciste, il est incarné par Maurice Barrès, qui précisément, dans l'affaire Dreyfus, dit que Dreyfus est coupable, je le conclus, de sa race. Racialisation du romantisme. Cette racialisation, dis-je dans mon livre, débouche avec l'antisémitisme nazi prenant le relais dans l'apocalypse que l'on sait. Et je dis dans mon livre, donc Barrès, si vous voulez, est pour moi un moment de ce processus épouvantable. Dans ce livre, il n'est rien d'autre que cela. Et je dis donc, voilà, c'est un des problèmes, des grands traumatismes de l'Europe, traumatisme justement du racisme exterminateur. Deuxième traumatisme, le traumatisme colonial, ce qui fait que l'Europe a des problèmes à la fois avec son universalité, puisque son universalité a couvert le colonialisme, et avec son identité, parce que de l'identité, de l'affirmation de l'identité, elle peut aller jusqu'à l'exclusion, voire la persécution et l'extermination des autres. Donc ce double rejet a conduit l'Europe à une attitude à la fois louable et impossible que je définis comme le romantisme pour autrui. Nous ne sommes rien, nous devons aller vers l'indétermination et les identités n'ont de place que précisément si elles sont minoritaires ou étrangères. Je proteste contre cette attitude, mais certainement pas au nom de Barrès, rien dans mon livre ne peut le dire. Quant au racisme dont je me montrerai coupable, c'est une accusation que je subis depuis des années. Rien dans ce que je dis ne l'autorise. Je n'en veux pas aux musulmans. On peut prendre un Je autre extrait de Non, votre non, livre. stop, On peut stop, prendre un stop. autre Je extrait de votre Non, non, livre. stop, stop. je m'interroge en effet sur la crise actuelle de l'intégration. Dès lors que la France, d'un côté, ne s'assume plus, dès lors même qu'elle est plongée dans l'oubli de son propre héritage, de son propre passé, car de création il n'y a possible qu'en prenant élan dans le passé, et dès lors aussi qu'une immigration de peuplement
refuse les termes de l'intégration. Disons, certains disent « personne n'a le droit pour nous de définir l'identité française ». Et je dis que dans l'histoire de l'immigration, cette affirmation est nouvelle. Mais précisément, cette affirmation prélude à la transformation de la nation en société multiculturelle où chacun apporterait son manger. Et je pense que cette transformation n'est pas souhaitable parce que, précisément, elle donnera lieu à toujours plus de conflits, à toujours plus de divisions ou, au mieux, à un séparatisme généralisé. Voilà. Alors, justement, Pascal Sur la Blanchard. question de l'immigration, j'ai lu votre livre et même, on a même retrouvé un auteur commun entre votre livre et le mien, puisque vous parlez de Tataouis, ce grand Égyptien qui vient avec des étudiants en France dès le 19e. Et justement, c'est contradictoire à ce que vous venez de dire. On a le sentiment, en vous écoutant, que les derniers arrivés viendraient mettre la pagaille. Je fais à peu près simple. Les Noirs et les Arabes sont les derniers arrivés. Très simple. Non mais, je vous lis, parce qu'on ne peut pas résumer tout votre livre en 15 secondes, j'essaie de simplement dire que ce qui vous semble être problématique, c'est que l'immigration post-coloniale, récente, n'est pas, quelque part, quelque chose qui a eu lieu avant ce temps-là. Mais vous oubliez que cette histoire est très longue de métissage. Vous oubliez que la France connaît ces histoires depuis des siècles. L'ouvrage que nous venons de faire parle de 13 siècles de présence arabo-orientale. Cette histoire, comme d'ailleurs les présences juives sur le territoire français, comme pour les présences afro-antillais sur le territoire français, sont des histoires très longues. Ce n'est pas neuf ce qui arrive. Vous raccourcissez l'histoire comme si le problème ne faisait qu'arriver d'hier ou d'avant-hier. Pas du tout. Il existe depuis des siècles. Et vous oubliez de penser qu'il y a eu des moments où nous avons certes été dans le rejet, et il y a d'autres moments où la digestion a existé. Où ces intégrations, par exemple des Arméniens, par exemple des populations orientales au 19e, par exemple des populations antillaises, l'échec n'a pas toujours été au rendez-vous. Vous les oubliez, vous les effacez dans votre livre comme si le temps court seulement comptait. Ce que je vous reprocherais le plus, moi, c'est justement de faire pour une fois dans ce livre-là absence de l'histoire. Vous reprochez que nous perdons nos mythes, mais en même temps, vous effacez tous les mythes potentiellement positifs qui pourraient aller à l'encontre de votre thèse dominante. Je vous donne 2 exemples très simples. Vous oubliez que pendant 3 conflits, des hommes venus des 4 coins du monde sont venus se battre aux côtés de la France, 70, 14-18, 39-45. Vous n'en tenez pas compte une seule fois, à ce moment-là, dans les tranchées. La couleur comptait pas pour la mort. Ils étaient ensemble à nos côtés. La fraternité existait. Ces moments forts-là, ils ont aussi existé. Pourquoi vous les niez ? Je ne les nie absolument. Vous n'en parlez pas. Mais c'est pas. Comme s'ils n'ont jamais existé. Mais si, vous nous dites à un moment que nous avons perdu nos mythes. Si vous parlez d'identité, je si vous parlez d'identité, Mais c'est un vivre ensemble, la tranchée. vous devez parler aussi des Arabes, vous devez parler aussi des colonies, vous devez parler des colonies africaines. Mais non, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Attendez, laissez-le répondre. Non, mais depuis tout à l'heure, il n'y a que lui. Et je vous rappelle qu'on ne va pas faire non plus tout le débat sur le livre des Je finis. Non, mais c'est pas le livre qui nous intéresse. Là où je dis qu'il y a un trauma. C'est votre plateau. Non, c'est très important. Et je le dis avec beaucoup de calme. Je dis simplement qu'il y a un moment anthropiste dans votre lecture de l'histoire. Et que comme vous en oubliez tout un pan, la démonstration a du mal à fonctionner quand je la lis, parce que je pense que dans l'équation que vous posez, volontairement, vous effacez même ce qui pourrait aller, écoutez-moi, je finis sur ce terme-là, ce qui est simplement intimement positif dans la rencontre à l'autre. Ne l'oubliez pas, parce qu'à un moment, dans vos livres, vous oubliez la vie autour de vous, là. Elle existe, elle fonctionne, tout n'est pas que des négations de l'autre, tout n'est pas qu'un abrutissement de nos valeurs et de nos mythes. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a de plus en plus de territoires perdus de la République. Ce que je dis, c'est qu'en effet, il y a une crise de l'intégration. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il y a quelques paradoxes à vouloir aujourd'hui promouvoir le métissage et s'enthousiasmer aussi, au nom de la diversité, pour la multiplication des foulards islamiques. Je rappelle que la marche des beurs était une marche antiraciste. Exactement. Était une marche antiraciste, que les jeunes filles ne portaient pas de voile et que maintenant le concept d'islamophobie a remplacé celui de racisme, que la loi sur le voile et la loi sur la burqa sont considérées comme islamophobes, mais on peut être sûr d'une chose avec le voile, c'est que il y a de moins en moins de mariages mixtes. Donc le vrai métissage, c'était celui de l'assimilation. Et comme le montre très bien Michel Tribala dans son dernier livre sur l'intégration en France, sur justement la fin de l'assimilation, ça fonctionne de moins en moins. L'endogamie prend une place grandissante et
le voile islamique en est, si vous voulez, l'une des principales manifestations. Donc je suis très étonné par ce qui se passe aujourd'hui. Vous nous parlez d'assimilation et d'intégration. D'abord, si vous prétendez être un républicain, vous devez regarder les 6 millions de Français de confession musulmane, tout d'abord comme des citoyens et pas comme des croyants. Et à chaque fois que vous parlez de ces Français, Alain Finkielkraut, vous en parlez comme de musulmans. Parlez-en comme des citoyens français qui sont de confession musulmane. Monsieur, c'est pas moi qui parle d'islamophobie. Si, c'est vous le premier qui en parlez. Vous voulez que je vous cite un extrait de votre livre? Vous voulez que je vous cite un extrait de votre livre dans lequel vous prétendez... Je suis traité d'islamophobe, mais je parle pas d'islamophobie. Mais parce que l'islamophobie n'existe pas. Ce qui existe, c'est le racisme. C'est un terme qui vous permet à vous de dire je suis islamophobe pour ne pas dire je n'aime pas les Arabes. Je n'ai jamais été islamophobe et je ne suis pas raciste. Je dis simplement que si aujourd'hui on parle d'islamophobie, c'est bien parce qu'il y a un regain religieux. Il y a un regain religieux même du côté catholique. Quand il y a eu les manifestations contre le mariage gay, est-ce que vous avez vu des manifestants musulmans voilés pour aller casser du PD? Non. C'était des associations catholiques intégristes qui étaient dans les rues. Il y en a quelques-unes. C'est pas celle qu'on avait entendue. Pour calmer le débat. Merci de me donner ce rôle soporifique et anesthésiant. Non, je m'y j'ai plie pas dit bien ça. volontiers. On s'occupera de vous après. Merci, alors Jonathan de ça. Je suis quand même assez malheureux du tour du débat. Je parlais de démocratie apaisée. L'un des grands arts français, c'est l'art de la conversation, qui est aussi l'art du débat et l'art de la controverse. C'est pas moi qui suis parti en pas vrille. l'art de l'accusation à charge. J'ai juste un problème. Je vous ai pas agressé, Alain. Vous m'avez insulté. Vous m'avez dit taisez-vous. N'y revenons pas, on s'est calmé. C'est N'y revenons dommage pas. parce que j'adore Braco. Comment il essaye de m'endormir? J'ai juste un problème par rapport à ce que j'entends et par rapport au mot de l'autre. Oui, l'autre, la diversité, etc. Moi, j'ai essayé de consacrer un livre qui vient d'un autre monde. À ces peuples que je vois soumis à une extinction extraordinairement brutale par la prise de leurs terres, de leurs ressources naturelles, par leur acculturation forcée. On continue à emmener des enfants alors en Inde, etc., pour les scolariser de force. Je pense que la biodiversité animale, végétale, elle est importante. Je pense que la diversité des cultures humaines et des civilisations humaines, elle est aussi importante parce que c'est une condition de notre survie. Et il y a une chose qui me pose question quand je vous entends parler de l'autre. Pour moi, l'autre, il est absolument indispensable à ce que je suis pour me sentir moi-même. Mais l'autre, il n'est pas appelé nécessairement à devenir comme moi. Je respecte l'autre parce que tout le monde n'est pas appelé à devenir français comme moi ou américain comme moi. Le grand crime pour moi des Américains, c'est de dire tout homme responsable censé sur Terre n'aspire qu'à devenir un Américain comme les autres. Enfin, quelle connerie! Et je suis très gêné. L'Amérique est un peu plus complexe que ça. Et je suis très gêné par je suis très gêné quand j'entends le mot autre. Il faut respecter l'autre, etc. Mais vous savez bien que si je respecte indéfiniment l'autre sur mon territoire, dans la proximité territoriale, vous savez bien que je finis par tout affadir, vous savez bien que je finis par créer une soupe qui n'a ni goût ni saveur, et je ne suis pas sûr que je ne prépare pas des conflits. Parce que pour traîner beaucoup dans le monde, j'ai appris que le Liban, le pays du 7, c'était le pays de la paix entre les communautés. Regardez ce qui est devenu le Liban. Je vois partout la montée du faillitaire. Vous ne pouvez pas résumer l'histoire du Liban en 15 secondes en disant ça. Je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vois partout les conflits liés à la coexistence sur les mêmes territoires de gens qui ont leur culture, qui ont leurs racines et qui n'ont pas envie d'en troquer rien. Il se trouve que, regardez l'Afrique en ce moment, Tanzanie, Ouganda, ils sont en train d'expulser par dizaines de milliers des Rwandais et on est pratiquement dans un état d'alerte qui pourrait conduire à la guerre. C'est partout qu'on a ces phénomènes. Et la notion de l'autre appelé à devenir le même me pose question. Je respecte l'autre comme autre, mais il n'a pas à devenir comme moi. Le sort de tous les Européens, le sort de tous les Kosovars, Turcs, Africains, Maghrébins, n'est pas de devenir français comme nous. Je les respecte en tant que tels, mais je les respecte avec leur diversité et dans le collectif et la communauté qu'ils forment. C'est pourquoi je suis mal à l'aise par rapport à l'emploi du mot « autre ». Dans le débat français aujourd'hui, René Girard dit une chose qui me paraît essentielle. À force de prétendre respecter toutes les diversités, nous n'en respectons plus réellement aucune. Ça me paraît important dans notre réflexion. Deux petites choses à vous répondre. D'abord, je pense que vous omettez une chose, c'est que dans l'histoire de l'humanité, les conflits entre autres et entités différentes ont toujours existé.
D'ailleurs, c'est ce qui a fabriqué les frontières, c'est ce qui forme les nations, c'est ce qui forme les peuples, c'est même ce qui forme les grands mouvements migratoires, c'est ce qui a formé les continents, c'est ce qui forme nos identités. N'en déplaise à Alain, c'est comme ça que ça fonctionne le monde. On se rencontre, on s'aime pas, on se tape dessus, et à un moment on s'épouse. Vous verrez le métissage, que vous vouliez ou non, l'humanité a été faite de ça. Même les Gallo-Romains sont nés de Gallo et Romains. Même dans le football, on est embêté. Mais c'est comme ça, on n'aime pas les Italiens quand ils sont en finale, mais on est Gallo-Romains. C'est nos histoires. Et ça a toujours existé. La rencontre à l'autre, c'est un respect commun. Vous avez entièrement raison, mais il peut y avoir des modèles à un moment qui attirent. Oui. L'Amérique a pu être un modèle, est encore un modèle, rappelez-vous, au 19e, pour tous ces peuples qui sont partis, parce que seule l'Amérique leur donnait à manger. Et l'Amérique, à ce moment-là, était un modèle fabuleux aussi, parce qu'elle les a acceptés comme des frères. La France a aussi été à un moment une croyance coloniale. Ce qui peut paraître incroyable, c'est que la France a à la fois été la tutelle dominatrice, protectrice, en même temps, elle a offert à la fois les armes de la liberté tout en amenant l'oppression. Ceux-ci sont des paradoxes incroyables, mais on est toujours attiré par un modèle à un moment. Aujourd'hui, l'islam est un modèle pour certains, voire l'intégrisme, mais en même temps, le catholicisme aussi, le plus intransigeant, est un modèle pour d'autres, notamment en Amérique du Sud ou en Afrique. Ce qu'on veut dire par là, l'autre dont moi je parle n'est pas un autre oppresseur. Il est que dans la rencontre à l'autre, il doit y avoir une forme d'équilibre. Et que justement, là où je ne suis pas Alain Finkielkraut là-dessus, c'est que je pense que la peur qu'il a est d'abord une peur qui est d'abord de la méconnaissance de cet autre. Et cet autre, c'est normal. En fait, il a une réaction extrêmement tribale dans cette affaire. Comme il est arrivé le premier, il dit, celui qui va me suivre derrière la porte, il me fait un peu peur pour deux raisons. D'abord, je vais finir. Voilà, je ne vous ai pas coupé, vous avez remarqué. Hein. J'ai une politesse totale. Je dis la première chose. Comme il est le dernier à être rentré, il dit, celui qui va arriver derrière moi, il y a deux problèmes qui vont se passer, qui vont se poser. Je ne sais pas qui il est, donc il m'inquiète. Et deuxièmement, il peut me mettre dehors. C'est cette confrontation-là que je veux éviter. Je pense qu'il a simplement peur de l'autre parce qu'il ne le connaît pas. La preuve, dans son livre, il le méconnaît tellement qu'il n'arrête pas d'en parler sans jamais, en fin de compte, nous le présenter, nous dire qui il est. Vous tournez autour de votre sujet parce que vous avez du mal à le regarder dans les yeux. Regardez-le, apprenez à le connaître. Vous parlez pourtant tellement bien pendant 8 lignes de Tataouis. Recommencez de temps en temps à aimer l'autre. C'est pas mal. Alors, je voudrais dire que je ne suis pas là pour tirer l'échelle. Et je ne crois pas que le problème qui serait le mien ou d'un certain nombre de Français en général, c'est celui de la peur de l'autre. Notre société ne veut plus se concevoir ni comme une nation assimilatrice, ni même comme une nation intégratrice, mais elle élabore un nouveau concept, celui d'inclusion. C'est vers une société inclusive, c'est le titre d'un rapport de Thierry Tuot, conseiller d'État. Et ce conseiller d'État n'a que des mots extrêmement durs pour fustiger ce qu'il appelle la célébration du village d'autrefois. Autrement dit, si vous voulez, la civilisation française, les grandes heures, la langue, les morts avec lesquels nous sommes en dialogue et dont nous devons essayer de nous montrer dignes. Je rappelle que l'identité, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas quelque chose que nous sommes, c'est au contraire ce que nous ne sommes pas. Et je crois que la nation, précisément, ou l'identité nationale, conçue dans des termes anti-barétiens, mais péguistes, c'est le noblesse oblige des peuples. Mais il nous dit société inclusive. Donc, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il est et de sa foi. Il se trouve que dans certains quartiers, les autochtones, je ne sais pas comment les nommer, les Français, les Français qu'on n'ose plus nommer de souche, ont un sentiment très étrange, celui d'être minoritaires. C'est-à-dire ils se sentent autres sur leur propre sol. D'où d'ailleurs un phénomène sous le glorieux nom de diversité et de métissage, de fragmentation territoriale. Ils vont vers le périurbain, ils n'habitent plus au-delà de la banlieue, mais comme l'a dit Christophe Guilluy, au-delà du périphérique, mais comme l'a dit Christophe Guilluy, au-delà de la banlieue. Et c'est ailleurs, on parle pour cela de classe populaire et pour le reste de quartier populaire, et tout le monde sait ce que cela veut dire. J'ai une autre idée du vivre ensemble, la capacité de partager une mémoire commune pour aller de l'avant. Mais cette mémoire, il faut avoir à la fois l'humilité et la gratitude de penser que précisément, c'est au fond
la mémoire de la civilisation française. Si vous voulez, autrefois, l'hospitalité, ça consistait à donner ce que l'on a. Maintenant, une nouvelle conception de l'hospitalité, c'est de dire à l'autre, eh bien, je te donne ce que tu as, je te donne ce que tu es. Je préfère l'ancienne conception de l'hospitalité, c'est plus vivable, et je n'aime pas l'amnésie à laquelle on nous condamne. En condamnant comme un phénomène de repli, tout hommage à la civilisation française dont nous sommes les héritiers, et avant de la transformer, nous devrions être capables de veiller sur elle. Alors, reste vraiment sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, Alain Finkielkraut nous parle des quartiers. Et c'est des quartiers populaires. Il parle des banlieues. Tout simplement. Mais les gens, avant de se poser les gens dans les quartiers, et je sais de quoi je parle, et je peux vous emmener quand vous voulez, vous savez ce qu'ils ont comme problème? C'est l'argent. C'est la pauvreté déjà. Aujourd'hui, on est là, on est des gens cultivés, on a un petit peu d'argent devant nous, on peut se permettre de lancer des grands débats, mais ces gens-là, ils savent qu'ils sont français. Ils ont une carte d'identité française ou une carte de séjour, comme ma mère, mais ils savent que leur pays, c'est la France de toute façon, mais ils n'ont pas le temps de se poser ces questions-là parce qu'ils sont dans une urgence économique, Alain Finkielkraut. Et quand vous êtes dans une urgence économique, chaque jour, quand vous voyez ce que vous offre la société, mais que vous ne pouvez pas vous le payer, il n'est pas étranger à n'importe qui qu'on est dans une société de crise actuellement, que les gens sont au chômage, qu'il y a des Français qui vivent beaucoup, près de 9 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté. 9 millions de Français, ils n'ont pas le temps de se poser ces grandes interrogations. Là, moi, je suis né en France de parents algériens analphabètes. Je ne suis pas allé très loin à l'école, ce n'est pas la faute de l'éducation nationale, c'est juste que je n'étais pas fait pour le truc. Donc, j'aimais les livres et je ne voulais pas finir ouvrier. Il s'est avéré que j'ai commencé comme ouvrier à l'âge de 16 ans. J'étais dans une France, celle de Giscard, et après de Mitterrand, qui me parlait de méritocratie, qui parlait de république et qui ne différenciait pas les Français en fonction de leur ethnie. On ne m'a jamais dit tu es arabe ou tu es musulman. Aujourd'hui, depuis 10 ans, en fait, depuis que Sarkozy est arrivé et a eu la mauvaise idée de s'occuper de l'islam de France, on s'est retrouvé avec tout d'un coup la focalisation sur les musulmans qui sont des Français. Ils sont 6 à 7 millions. Parlons de Français. Parlons de ça, Alain Finkielkraut. Parce que moi, je vous vois comme un Français. Et comme un intellectuel, mais je ne vous vois pas comme un juif, ne me voyez pas comme un arabe. Non. On est bien d'accord. Alors, c'est le moment, je crois, de parler de Babylou, parce que là, c'est très intéressant. Je crois qu'il y a des problèmes économiques, mais les problèmes économiques ne doivent pas servir à masquer les conflits identitaires. Crèche de Babylou, une jeune femme, après 5 ans de congé... Crèche privée, mais crèche privée, mais il y a des crèches confessionnelles. Initiative d'une femme qui vient du Chili, je crois. Vient du Chili. Voilà. Il y a des crèches confessionnelles. Elle voulait être une crèche laïque. Une femme qui avait travaillé dans cette crèche revient après 5 ans de congé parental, revêtue du voile et d'une tunique. Elle est licenciée puisqu'elle ne respecte pas le règlement intérieur. Le licenciement est confirmé par la cour d'appel, cassé en cassation. J'étais au tribunal parce que c'est rejugé en cour d'appel. Le jugement est mis en délibéré. L'avocat de la défense était très intéressant. Il a dit à Chanteloup-les-Vignes, il l'a dit, je dis en substance, il y a une majorité musulmane. Cette conception radicale et intransigeante de la laïcité a mis cette crèche en minorité. Il lui revenait, au nom d'une conception plus ouverte de la laïcité, de s'adapter à son environnement. C'est cela, non plus, si vous voulez, adapter l'islam, comme toutes les religions, aux lois de la République, mais soumettre la République à un certain nombre d'exigences. Et cela vient du fait que nous sommes devant un problème quantitatif. Là où les gens sont majoritaires, et ils le sont dans un certain nombre de villes et de quartiers, ils n'ont aucun encouragement à s'intégrer dans une culture qui n'est plus dominante. Et là où les autres ne sont plus des prescripteurs culturels, ils sont perdus, ils sont saisis d'une inquiétude. Et moi, ce qui me navre, ce qui me consterne, ce qui me révolte, c'est de voir que cette inquiétude, seule l'extrême droite la prend en charge. C'est une inquiétude pour la gauche. C'est une inquiétude pour nous tous.
C'est une inquiétude pour nous tous. Et ça, c'est une carence terrible de la classe politique et surtout de cette famille politique-là, parce que c'est une inquiétude aussi populaire. Un point juste sur Babylou, puisque tout à l'heure on parlait du respect de la loi, Alain Finkielkraut. Reconnaissez que la loi, c'est qu'on ne peut pas imposer dans une entreprise privée. On ne peut pas imposer à un employé de s'habiller de telle ou telle manière. C'est ce qu'a dit la Cour de cassation, ce que n'avait pas dit la Cour d'appel. C'est une crèche privée, mais c'est une sorte de service public, d'où effectivement la demande qui a été faite par Manuel Valls de créer une nouvelle loi. François Hollande a semblé aller dans ce sens. Il a nommé un observatoire de la laïcité en mettant en sommeil le Haut Conseil à l'intégration, jugé trop laïque, trop républicain. L'observatoire de la laïcité a dit il n'y a pas de problème. Et je remarque aussi que d'un côté, on vous explique que le Front National s'exclut du pacte républicain et les mêmes de l'autre côté veulent vider de toute substance les valeurs républicaines en disant la laïcité est indéfiniment négociable. Non, elle n'est pas négociable. C'est la meilleure manière d'assurer le vivre ensemble et avec toutes les communautés. Bien sûr, avec toutes les communautés. Mais la laïcité elle-même a beaucoup bougé, Pascal Blanchard. Deux choses pendant ce que vous venez de dire. Vous êtes en train de découvrir que le ghetto, que la surreprésentation de population dans des quartiers pauvres, que des pauvres ensemble, ça produit des choses qui ne vont pas terriblement bien pour le vivre ensemble. C'est toujours pareil. C'était pareil dans les bidonvilles dans les années 50 où les travailleurs algériens étaient rassemblés. Ça se passait pas très bien parce que quand vous rassemblez des gens pauvres dans le même quartier, ils ont beaucoup de mal à réussir dans la vie. Vous venez de constater une chose qui est basique. Si vous mettez beaucoup de gens pauvres de la même religion dans le même quartier, les gens se mettent à un moment à ressembler à la religion dominante. Vous savez que ça, c'est l'histoire de l'humanité. Arrêtez de faire des quartiers de pauvres, vous allez voir comment ça va beaucoup mieux se passer. Parce que là, on parle de peut-être... Attendez, je termine, je ne vous ai pas coupé. 100, 200, 300 cas que vous prenez toujours les mêmes. Mais toujours les mêmes. Que vous utilisez comme des oriflammes pour nous expliquer que pour 12 à 13 millions d'Arabo-orientaux dans ce pays, ça ne marche pas parce qu'il y en a 1000 ou 2000 qui, quelque part, ne sont pas parfaitement dans les jalons, le sillon que vous avez tracé. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est infinitésimal, c'est rien. C'est peanuts par rapport au fait que ce pays est en train de digérer une de ses plus grandes révolutions. Et là-dessus, je vous rejoins des fois sur cette révolution identitaire. Nos identités mutent et changent. Cette période, notre génération, la nôtre, pas tellement la vôtre. Vous êtes passé à l'as, vous. Nous, on va gérer les éclaboussures de l'Empire. Tout ce que nos aînés n'ont pas su gérer, c'est-à-dire le post-colonialisme, l'immigration post-coloniale. Quelque part, vous avez eu de la chance. Vous serez dans un village avec un clocher, voilà, vous serez bien, vous serez tranquille. Nous, on va devoir le gérer encore, cette société post-coloniale. Mais on a bien compris, on a lu votre livre. On a bien vu que vous aimiez les églises. Et Amélie Poulain, on a lu Amélie Poulain. J'ai lu Amélie Poulain dans votre livre. Vous avez adoré le temps d'Amélie Poulain. Nous, le problème, c'est qu'on a Amélie Poulain. Je termine. On a Amélie Poulain et toutes les conséquences derrière. Et nous, on va devoir prendre le balai et gérer tout ça. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est Braco. C'est Braco. Il est Braco en plus. Il est de sa génération, donc il a bien compris. Mais attendez, je vais terminer par là sur un dernier petit point. Prenez un peu de distance sur tout ça et regardez les centaines de personnes qui, le matin, et les milliers de personnes prennent le train, le RER, prennent le métro, voilés ou non voilés, vont au boulot, travaillent ensemble, produisent pour ce pays. C'est marrant, vous n'en parlez jamais. On est bien d'accord. Ils sont certainement, vous êtes au moins d'accord, statistiquement, il y a plus de gens non voilés que de gens voilés dans ce pays. On est d'accord statistiquement là-dessus. Pourquoi, pour une fois, vous ne parleriez pas dans un de vos livres d'une personne comme ça. Elle n'est pas voilée, elle va travailler et ça se passe bien. Ah bah oui, c'est bien votre problème. Que ce ne soit pas votre problème, c'est bien notre problème. Il commence avec ça. Alain Finkielkraut, soyez honnête, le livre commence là-dessus. Le livre commence là-dessus. D'abord, vous parlez de vous au début. C'est bien. C'est normal, c'est l'auteur. Au 32e livre, c'est normal qu'un auteur parle de lui. Déjà parlé de moi dans le Juif imaginaire. Non mais regardez, et vous commencez quand même sur le premier événement, à savoir ce qui s'est passé en octobre 1989. Ben oui. Vous commencez sur le voile. Je vais vous dire un truc. En 1989, j'étais en Angleterre. En 1989, on l'affaire du voile. Commencez en 1905. Mais non, commencez en 1905. Parlez-nous aussi des colonies. Vous savez, il y a un véritable problème. Attendez, non, il y a un véritable problème avec mon pays, la France. Il y a un véritable problème, c'est qu'elle a du mal à reconnaître son passé colonial. Oh, dis donc, elle fait que ça. Non, je ne demande pas de repentance, je demande juste un rappel de l'histoire. La repentance, c'est fait, c'est réglé. Mais parlons de la guerre d'Algérie. Parler de son présent et qui précisément parlons de la guerre d'Algérie. Parlons de la guerre au Cameroun. Parler de la guerre d'Algérie. Et parlons des crimes du FLN et parlons du massacre d'Oran en juillet. Il n'y a pas de souci. On peut parler du crime du FLN. Il n'y a pas de souci. Mais on parle de Sétif. OK ? On parle de l'OAS.
Et parlez-en Vous un êtes jour. intelligence. Alors, Vous avez le temps, vous êtes à la retraite bientôt. Vous pouvez Comme écrire vous des êtes livres d'accord là-dessus. pour qu'on parle de tout, je vous propose qu'on parle de totalement autre chose. C'est oui. dans l'actualité aussi, et ça a un rapport aussi avec l'identité, la culture, etc., etc. C'est ce qui se passe en Bretagne. Et là, ça va plus concerner Une Hervé ancienne colonie Juvin, devenue française. oui, enfin qui a été un ancien royaume aussi. Exactement. Ce qui se passe en Bretagne en ce moment.